Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire organisé par FRE Executive Education. Avant de commencer, je profite pour vous souhaiter une excellente année 2024, de santé, bonheur, joie et réussite à vous et à tous vos proches. Dans ce webinaire, on va parler, je vais vous parler en fait de l'IA générative. Je vais essayer de faire perspective 360 degrés sur cette technologie et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Donc, évidemment, on va consacrer quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez juste réagir dans le chat. Tout va bien? Vous m'entendez bien? Très bien. Donc, je me présente, je suis Salim Nalé, je suis responsable des programmes Data et Intelligence Artificielle à FRE Paris. Je suis aussi responsable académique Executive Education. Donc, je pense ce type de prompt ou des utilisations de ChatGPT, je doute que tout le monde a déjà fait ou vu. Donc ici, vous voyez un exemple d'utilisation personnelle, donc personnel professionnel, dans lequel j'utilise ChatGPT pour préparer un sujet d'examen. Donc là, en fait, j'agis en tant que prof et en fait, je donne des consignes à ChatGPT sur l'examen. Je précise le format, les points, les thématiques que je vais aborder. Et après, je lui dis, il faut en fait des questions à champ multiple et des questions ouvertes. Et vous voyez la réponse à droite. C'est sans doute un examen qui est pas mal du tout. Donc, évidemment, il faut prendre avec des pincettes. Il faut toujours relire. Il y a toujours des erreurs. Parfois, des phrases qui peuvent susciter la malcompréhension des élèves. Mais c'est un travail que je faisais dans le passé. Ça me prenait presque une journée pour faire. Aujourd'hui, je peux faire grâce à ChatGPT dans 1 heure. Une autre utilisation dans notre outil d'IA générative, et là, la belle image que vous voyez sur l'écran est générée par DALL-E 3, un autre IA générative. Donc, avec un simple prompt, on peut avoir en fait une image aussi magnifique que celle qu'on voit sur l'écran. Encore une utilisation d'une autre IA générative pour le développeur, en fait, je pense que vous connaissez bien, il s'agit de Copilot, un outil de GitHub qui permet de générer du code. Donc là, vous voyez un morceau de code dans lequel je connecte à l'API d'OpenAI pour faire des prompts et générer des textes et générer des images. En tout cas, dans le code que vous voyez, bon, il n'y a pas l'image, mais j'ai écrit aucune ligne de code. Tout ce que j'ai fait, c'est juste, en fait, j'ai écrit les commentaires que vous voyez en vert. Et après, bon, il s'agit comme un prompt ici. Après, j'ai le code généré par Copilot. Encore une fois, en fait, un code qui facilite largement la vie de développeurs. Encore un exemple d'un autre outil d'IA générative. Là, il s'agit de Bing AI, dans lequel je demande en fait à cet outil-là de me rédiger une fiche de poste d'un ancien chercheur responsable d'une majeure qui va exécuter en fait les missions suivantes. Et vous voyez en fait à droite une fiche de poste quasi parfaite qu'on peut utiliser presque en fait dans l'état. Enfin, un dernier exemple, en fait, là, on voit une image qui est générée par un autre IA génératif qui s'appelle Midjourney. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, en fait, je cite en tout cas la personne qui l'a fait. On voit 4 personnes sur la plage à Cannes en train de discuter du marketing. Mais si en fait, on regarde un peu plus en détail l'image, on va voir qu'il y a quand même quelques erreurs importantes. Un pied qui manque par là, un pied en fait supplémentaire par là. Et là, ça montre aussi que ces outils-là, bon, cette image date maintenant depuis quelques mois. J'imagine que Midjourney, il fait beaucoup mieux aujourd'hui, mais ça montre aussi que ces outils-là, qui savent faire grand-chose, mais en même temps, ils comprennent rien. Gardez ça en tête. Donc, du coup, venons à la définition de l'intelligence artificielle générative. Il s'agit d'une intelligence artificielle avant tout. Donc, pas mal des gens sont en train de découvrir l'intelligence artificielle avec ChatGPT, avec Llama, avec Grok ou avec Gemini. Mais tout ça,
l'intelligence artificielle existe bien avant. Ça fait des décennies que en fait, l'intelligence artificielle est là. Et si on va définir rapidement l'intelligence artificielle avant de procéder avec l'IA générative, il s'agit de faire doter les machines de capacités, de techniques qui leur rendent en fait capables de simuler l'intelligence humaine. Et là, on va trouver plusieurs catégories, plusieurs familles d'intelligence artificielle. Dans le cas de l'IA générative, on descend de la catégorie en fait basée sur la data-driven, dans laquelle on essaye de simuler ou émuler le comportement humain sans évidemment reproduire sa logique ou bien son raisonnement. Et donc, du coup, venant à l'IA générative, donc voilà, il s'agit de l'intelligence artificielle qui va apprendre sur des données gigantesques, beaucoup de données non structurées. Elle va apprendre en fait, à corréler ces données entre eux, à découvrir les relations pour savoir plus tard générer de contenu. Et ce contenu peut être en fait du texte, comme dans le cas de ChatGPT, des images comme le cas de Midjourney, des vidéos ou du code, etc., etc. Et donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui découvrent en fait l'intelligence artificielle depuis un an, depuis la sortie de ChatGPT, ça existe depuis très longtemps. Ça fait plus que 91 ça existe. Officiellement, la naissance de l'intelligence artificielle est voilà, en fait, réputée d'être en 1956, même si ça existe avant, hein, donc avec la publication du premier réseau de neurones qu'on appelle le perceptron. Et si je vous vois, je mets sur l'écran des dates importantes et on va dire des faits importants qui ont amené à qu'on soit aujourd'hui là où on est. C'est pas comme ça en fait, c'est pas de la magie. D'un seul coup, on a aujourd'hui des outils super puissants comme DALL-E ou bien comme Midjourney ou bien comme Gemini ou ChatGPT, etc. Donc ça, et là, vous voyez en fait des dates qui montrent par exemple des dates importantes en intelligence artificielle. Vous voyez en fait en bleu clair, par exemple les réseaux de neurones récurrents, les LSTM 1997. Après, on a un papier très important en fait en 2017, un travail énorme en fait qui est basé sur les réseaux de neurones, qui a été publié par Google et qui a évidemment on va dire, booster l'époque qu'on est en train de vivre autour de l'IA générative. Après, il y a quelques dates importantes aussi, par exemple 1975, en fait, la création de Intel avec Moore's Law, en fait, qui a formalisé ou bien qui a prédit un peu l'évolution des capacités des processeurs. Mais aussi, on voit en 2006 AWS, donc premier cloud public, et ainsi de suite. Donc, tout ça ensemble fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade de technologie que c'est juste en fait passionnant, c'est juste énorme, c'est juste magique. Et donc du coup, pareil, je vous montre, je pense que cette figure, elle est plutôt en fait connue par pas mal de personnes, dans lequel on voit bien la rapidité d'acceptabilité d'utilisation de ChatGPT qui a pris juste 5 jours pour arriver en fait à 1 million d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on est sur quelques centaines de millions d'utilisateurs, donc c'est presque jamais vu de l'histoire. Bon, il y a eu quelques technos plus tard, après ChatGPT, mais en fait, cette oui était marquant en fait dans l'histoire par l'acceptabilité très rapide en fait de toute la communauté. Les gens utilisent en fait dans leur vie privée, mais aussi dans leur vie professionnelle. Pourquoi on est arrivé là? Donc, je citais en fait, c'est une évolution de beaucoup de choses, et je vais essayer de résumer dans ce slide-là avec 3 facteurs. Donc, le premier, les données. Aujourd'hui, on est en train de produire et de collecter de quantités gigantesques de données. Donc, en 2022, par exemple, par jour, on générait 266, bon, selon certaines études, vous le trouvez sur Internet, 266 millions de teraoctets par jour collectés, mais aussi en fait stockés et traités. Donc, beaucoup de données. Deuxième facteur important, c'est la techno. On parlait aussi de Moore tout à l'heure, avec la création de Intel, et la capacité des ordinateurs n'a pas arrêté en fait de grandir depuis, mais aussi en fait là depuis quelques années, même si au niveau de capacité des ordinateurs, en fait des processeurs, on arrive en fait à une petite stagnation, mais au niveau du GPU, on n'est pas du tout à ce stade-là, et la capacité du GPU continue en fait à évoluer. Après, il faut aussi mentionner le cloud, la baisse de prix, l'infra. Et ici, au niveau techno, il faut aussi citer les frameworks, en fait, les technos qui permettent de gérer la distribution
et de stockage et de traitement à grande échelle. Hadoop, Spark, Kafka et d'autres, évidemment, techno. Donc, à titre d'exemple, la technologie qui a été utilisée, l'infrastructure qui a été utilisée pour entraîner GPT-3, il s'agit de 285 000 CPU et 10 000 GPU. Et enfin, donc, troisième en fait, facteur important qui explique un peu en fait, ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, c'est l'évolution très importante au niveau de l'intelligence artificielle dans le deep learning depuis presque 20 ans, dans l'IA générative. Et comme je dis, je cite ici en fait, vous voyez dans la slide, je cite aussi Transformers, en fait, qui est une architecture d'intelligence artificielle qui est basée sur les réseaux de neurones, qui a été publiée par Google en 2017, qui a un peu initié tout ce travail autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les large language models. Voilà, je parle de modèles de langage, large language models. Donc, c'était la bonne transition. C'est quoi un modèle de langage? Donc, un large language model. Donc, c'est un type de IA générative qui génère tout simplement de combinaison du texte. En fait, en forme de langage naturel. Donc, elle va apprendre sur des données textuelles qu'on va trouver sur Internet, des bouquins, du Wikipédia, des journaux, etc., etc. Et après, elle va être utilisée pour générer du texte. Exemple de le modèle de langage, GPT, donc de OpenAI, Generative Pre-trained Transformer, Google BERT, Llama, Gemini, etc., etc. Et là, en fait, je vais introduire une autre définition. Je vais aller doucement parce que j'ai envie que tout le monde comprenne ça aussi, parce qu'on aura besoin tout à l'heure, en fait, dans la présentation, ce qu'on appelle le Foundation Model, modèle de base. C'est quoi un Foundation Model? GPT, c'est un modèle de langage parce qu'il génère du contenu, mais aussi c'est un Foundation Model. Un Foundation Model, tout simplement, c'est un modèle de base sur lequel on peut développer des applications. C'est aussi simple que ça. Donc, on va expliquer un peu plus en fait plus tard. Et donc, du coup, ChatGPT, c'est une version améliorée, upskillée de GPT, ce modèle de fondation. Donc, à ce titre-là, GPT, ChatGPT, on parle de modèle de langage. GPT, c'est un modèle de base, foundation model, sur lequel, en fait, on a bâti pas mal, en fait, on a développé pas mal des outils comme ChatGPT. Donc, comment ça marche? On prend d'abord, en fait, le foundation model GPT. Donc, si je pose une question, quelle est la capitale de l'Italie? Bah là, elle va dire Rome. Mais elle peut aussi dire, je parle de GPT, je ne parle pas de GPT, ChatGPT. Elle peut aussi dire, après une question, what's the capital of Italy? Elle peut dire tout simplement, what's the Italy's population? Donc, quelle est la population de l'Italie? Donc, du coup, là, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un modèle de langage de base qui sait juste en fait prédire les prochains mots, sans évidemment savoir est-ce qu'il s'agit d'une question sur laquelle il faut une réponse, etc., etc. Donc, du coup, un modèle de base, foundation model, il prédit les prochains mots. Voilà, c'est un modèle probabiliste, etc. Donc, on ne va pas entrer dans les détails techniques, mais il est capable, en fait, de faire des réponses comme la réponse que vous voyez sur l'écran. Et donc, du coup, pour, en fait, avoir un outil comme ChatGPT qui sait répondre d'une bonne manière à nos questions, il faut upskiller. Il faut faire enseigner, il faut faire apprendre à GPT d'autres choses. Et ça, on appelle le upskilling ou le fine-tuning. Donc, un nouveau terme largement utilisé aujourd'hui dans le monde de l'IA générative qu'on appelle fine-tuning. Fine-tuning, c'est quoi? C'est prendre un modèle, l'entraîner davantage, le faire en fait apprendre d'agir mieux sur certaines tâches. Donc, pour expliquer ça, d'une manière, on va dire simple, le fine-tuning consiste en fait à rendre un expert généraliste un expert spécialiste ou bien spécialisé. Par exemple, un modèle de fondation, un foundation model, c'est juste en fait prédire les prochains mots. Après le fine-tuning, on va obtenir des modèles qui savent répondre aux questions. Donc là, on a en fait, ça veut dire en fait, on a fait apprendre ces modèles-là pour apporter des réponses aux questions, pour traduire, pour faire des résumés, pour faire en fait générer de code, ou bien pour faire par exemple en fait analyse sentimentale. Donc le fine-tuning consiste à entraîner davantage un modèle de base pour qu'il performe mieux sur une tâche spécifique, comme question answer, translation, summarization, etc., etc. Et donc, du coup, pour conclure sur ChatGPT, donc, voilà, à la fin de la présentation, je vais vous demander si vous avez compris ce slide. C'est important parce que là, ce qu'on voit sur l'écran,
en fait, comment ChatGPT a été conçu. On est parti de modèle de base, foundation model, qu'on appelle GPT-3. On a appliqué plusieurs types de fine-tuning, donc de surentraînement. Donc, comme ça, il a appris à faire, en fait, à répondre aux questions, à faire du résumé, à traduire, à faire tout ce que ChatGPT sait faire aujourd'hui. Après, il y a une autre couche qu'on appelle Reinforcement Learning with Human Feedback. Sans entrer dans la technique, qu'est-ce qu'on veut dire en fait par Reinforcement Learning? Donc, l'idée de ça, c'est d'améliorer les réponses. Donc, maintenant, on a un outil qui sait répondre, mais on veut améliorer davantage les réponses en se basant sur du feedback humain. Après, le rôle aussi de cette étape importante, c'est d'améliorer les réponses, mais aussi aligner les réponses avec les valeurs humaines. Donc, rendre le modèle plus utile, plus honnête, mais aussi plus inoffensif. Et donc, du coup, avec tout ça, fine-tuning, reinforcement learning with human feedback, on a maintenant un ChatGPT qui sait répondre aux questions comme What's the capital of Italy, pour dire en fait la capitale d'Italie est Rome. Donc aujourd'hui, évidemment, je pense pas mal d'entre vous, j'espère tout le monde, a déjà fait un peu de prompt engineering. Donc du coup, l'avantage avec ces outils d'intelligence artificielle, pour les utiliser, pour les exploiter, on n'a pas besoin d'être ni expert en machine learning, ni connaître en fait les données, les modèles utilisés, les données d'entraînement. On peut juste, tout ce qu'il faut savoir, il faut savoir écrire les bons prompts. OK? Et bon, je ne vais pas trop détailler ce slide-là. Vous allez voir en fait plein de guides de bonnes pratiques pour faire des bons prompts en fait sur l'Internet. Mais rapidement, il faut savoir écrire en fait des prompts qui sont clairs, qui sont précis. Il faut spécifier en fait l'entrée et la sortie. Il faut aussi accepter de faire ça d'une manière itérative. Donc parfois, on n'a pas une bonne réponse. On peut toujours critiquer en fait les réponses, oui, mais en fait, en faisant des bonnes réponses, en donnant le temps à ChatGPT ou bien à l'autre, en fait, aux autres outils de langage, modèles de langage, de raisonner, en les accompagnant à raisonner, on peut avoir évidemment des réponses largement meilleures et de très bonne qualité. Il faut aussi découvrir aujourd'hui, depuis quelques jours, en fait, c'est maintenant publié, le GPT Store. Donc, vous voyez, en fait, pour ceux qui ont en fait, la version payante chez ChatGPT+, il y a une rubrique, en fait, Expose GPT. Ça, en fait, ça remplace un peu les plugins avec l'ancienne version. Donc, il s'agit de GPT qui ont été entraînés, développés par d'autres personnes qu'OpenAI, mais elles sont aussi mises à disposition de tout le monde via la plateforme de ChatGPT. Après, c'est très important aussi de réviser le texte généré parce qu'on peut facilement se trouver avec de plagiarisme. Donc, on peut avoir avec un contenu qui appartient en fait à un journal. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'information. Aujourd'hui, il y a un cas en fait juridique important entre New York Times et OpenAI. New York Times accuse OpenAI d'avoir utilisé leur contenu, donc des millions de pages de New York Times sans l'utilisation. Donc du coup, on peut facilement tomber en fait dans ce cas-là. Donc il faut toujours vérifier le texte généré par ces outils de IA génératifs. On va parler business maintenant. Et pour parler business, donc je vais commencer par vous présenter en fait quelques études. Bon, là en fait c'est une étude par McKinsey en juin 2023. Donc ça date maintenant depuis je pense 5 ou 6 mois. Selon cette étude-là, l'IA générative pourrait ajouter à l'économie mondiale 4,4 000 milliards de dollars. Donc, juste pour comprendre en fait un peu l'enjeu, le GDP de la France en 2021 était estimé à 3 000 milliards. Et donc, du coup, c'est 1,5 fois le GPD de la France. Et OpenAI a été valorisé il y a 4 ou 5 mois selon Wall Street Journal, 90 milliards de dollars. C'est jamais vu de l'histoire d'avoir une entreprise avec des revenus estimés à 1 milliard, valorisée en fait 100 fois presque plus par le marché financier. Donc du coup, ça montre aussi les enjeux, les attentes et ça nous donne aussi de billes en fait comment ça va être l'avenir du marché du travail. Une autre étude par Infosys Knowledge Institute. Donc, cette étude, pareil, donc je vous donne la référence ici, et vous trouvez facilement sur le net.
Il montre aussi, voilà, c'est une étude vraiment très intéressante parce qu'il parle, il y a pas mal de chiffres intéressants. On parle des études de cas plutôt sympas et par secteur. Et donc, du coup, ici, dans cette étude, on montre l'investissement dans l'IA générative en milliards. Et là, on voit bien évidemment un écart entre l'Amérique du Nord et l'Europe, mais cet écart commence en fait à se creuser un petit peu en fait en 2024. L'investissement prévu en Europe, pas loin de 3 milliards, et en France, je pense qu'on n'est pas loin de 800 millions d'euros en fait investis dans l'IA générative, alors que dans l'Amérique du Nord, l'investissement, on parle d'investissement pas loin de 5,6 milliards de dollars. Des chiffres intéressants aussi, 77% des entreprises européennes ont déjà commencé à expérimenter ou implémenter des projets d'IA générative. Ça montre aussi en fait la vitesse à laquelle on va vers l'utilisation et la démocratisation de ces modèles-là. Deuxième, autre en fait, un autre chiffre qui m'a interpellé aussi, donc 10% des entreprises françaises, évidemment interrogées par cette étude-là, ont déjà des projets d'IA générative qui en fait, qui génèrent de la valeur. Et ça, c'est intéressant. Après, 70% des répondants estiment qu'ils sont capables de manager en fait les projets d'IA génératifs. Donc, les cas d'utilisation sont nombreux. Comme je vous ai dit, en fait, je vous vraiment conseille de voir en fait l'étude là, le radar dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal d'études de cas et par secteur, mais il y a pas mal de cas d'études qu'on va trouver en fait presque dans tout secteur, tout ce qui est autour en fait de la gestion de la relation avec les clients, pour personnaliser, pour customiser, pour segmenter, pour faire des analyses en fait sentimentales, pour voilà, pour répondre aux questions, aux sollicitations, pour aussi récupérer d'informations. Donc, pour faire des résumés, des traductions, etc., etc. Donc, vraiment, le nombre de use cases, en fait, il est juste colossal. Après, pour faire ça, il y a plusieurs façons de faire en utilisant l'IA générative. On ne va pas entrer dans les détails techniques, mais on peut en fait déjà parler de trois familles qui permettent d'implémenter des projets d'IA générative. D'abord, le prompt engineering. Donc, en se basant sur les prompts, on peut déjà faire des choses. On peut écrire un chatbot juste en faisant des prompts. Donc, on appelle ça in-context tuning. On donne l'information, on donne en fait dans le prompt. Après, on peut faire un chatbot, par exemple. Après, on peut augmenter les prompts par ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation. Comment ça marche ce truc? Donc, moi, j'ai besoin d'utiliser, par exemple, un outil comme, on va dire, Llama. Okay? Un des modèles de Llama, qui est le modèle de langage de Meta. Pardon. Donc, j'ai envie, avant de communiquer, d'échanger, d'envoyer le prompt en fait à la main, d'abord de faire une recherche dans mes données internes entreprise. Donc, ce qu'on peut faire, on peut indexer ces données dans des bases de données vectorisées. Et avant de lancer le prompt, on va chercher dans cet index-là des données qui répondent un petit peu au prompt et on va envoyer en fait à un modèle de langage et on va avoir les résultats. Ça, c'est le RAG. Après, le fine-tuning, j'en ai parlé. Donc, je vais prendre un modèle, le faire en fait apprendre sur les données de l'entreprise. Full fine-tuning, c'est quand on fait un fine-tuning complet, c'est-à-dire que je prends le modèle, je change tous les paramètres. C'est évidemment trop cher tout ça. Et très peu de gens qui font, mais on va souvent vers ce qu'on appelle parameter efficient fine-tuning. Il s'agit en fait de changer, d'entraîner une partie des paramètres de modèle ou bien d'ajouter d'autres en fait à la sortie. Et à la fin, on a la famille de reinforcement learning pour améliorer évidemment en se basant sur les feedbacks humains. Donc voilà rapidement comment on peut en fait bâtir des use cases avec les modèles de langage. Mais avant de faire ça, avant d'implémenter les projets d'IA générative, il y a beaucoup de questions à se poser. Et ça, c'est un travail très, très, très important. D'abord, évidemment, il faut estimer le besoin, il faut cadrer le cas d'usage, estimer la valeur ajoutée par l'IA générative. Est-ce que j'ai besoin vraiment de l'IA générative ou pas? Rappelons que, en fait, les modèles de l'intelligence artificielle à l'ancienne existent toujours. Ils performent très bien. On n'a pas toujours besoin, en fait, de faire de l'IA générative. Après, une fois je décidé, non, je sais que je vais aller vers l'IA générative, donc là, il y a pas mal de questions sur quel modèle je vais utiliser,
Est-ce que je pars sur le open source ou bien en fait des modèles fermés type OpenAI, GPT-4, etc. Il y a en fait des modèles de pricing pour ces modèles-là. Le open source aussi, il faut maîtriser, il faut savoir faire. Est-ce que je fais un full fine-tuning? Je fais moi-même mon modèle. On a dit en fait ça, c'est très peu de gens qui font. Au niveau de en fait la consommation de l'énergie, voilà. La vitesse d'exécution de ce modèle-là, GPT-4, en fait, comme vous voyez, elle est beaucoup plus longue que GPT-3. Donc, dans certaines applications, bah, en fait, je ne veux pas utiliser GPT-4 qui va induire des délais importants dans mes applications. Après, évidemment, il y a des questions autour de la taille de modèle, des données à utiliser, le budget, tout ça. Ce sont des questions à poser avant de commencer à implémenter un projet d'IA générative. Donc, les modèles, comme vous voyez ici, ça devient de plus en plus grand. Donc, on a commencé avec BERT, ou bien si on commence avec GPT-2, avec 1,5 milliard de paramètres. Là, aujourd'hui, avec GPT-4 en 2023, on est en fait, bon, là, cette information, c'est évidemment à confirmer. Je mets en fait point d'interrogation ou bien question parce que on n'a pas une information exacte en fait par OpenAI, mais on estime le modèle à 1,7 milliard de paramètres. Donc du coup, une fois on a le modèle, on sait quel modèle on va utiliser. Bah, là aussi, il faut estimer le budget qu'on a besoin pour entraîner ces modèles-là. Là, je montre en fait, voilà, ce sont des études aussi. Rien n'est, on va entre parenthèses, exact, hein, ce n'est pas une science exacte, mais on estime pour un modèle de 1 milliard de paramètres, il faut juste pour garder ce modèle en mémoire 4 GB. Donc, ça, 4 bytes par paramètre. Évidemment, il y a des techniques pour améliorer un peu tout ça. Après, pour aussi entraîner, il faut un minimum de 80 gigaoctets de mémoire. Et donc, du coup, je vous laisse imaginer combien il faut pour un modèle comme GPT-3 de 175 milliards de paramètres. Donc là, ça vous laisse estimer le budget en termes de GPU. On n'a pas parlé de CPU, on n'a pas parlé de RAM, on n'a pas parlé, en fait, là, je parle que de GPU, donc, mais par contre, ça nous donne des billes, en fait, pour estimer un peu le budget. Après, au niveau de données, parce qu'une fois, en fait, il y a une corrélation importante selon en fait, le papier que je donne en, fait, en référence par Hoffman et al., Training Compute Optimal Large Language Models. Donc, dans ce papier-là, ils ont estimé en fait que la taille optimale des données en nombre de tokens est 20 fois le modèle. Donc, si on est sur un modèle de 4 gigaoctets, on va avoir besoin de 20 milliards de tokens. Un token, c'est, pour simplifier, un petit mot. Donc, en fait, dans ces modèles de langage, ils traitent les tokens, ils ne traitent pas les mots. Donc, un token, c'est un mot, on va dire, de 4-5 caractères. Donc, du coup, mais voilà, donc pour comprendre un peu tout ça, vous pouvez remplacer un token par un mot. Et donc, du coup, ça vous donne aussi un peu les corrélations entre un modèle, entre la taille d'un modèle et aussi le nombre de données qu'on a en entreprise. Et donc, du coup, là, en fait, on voit, par exemple, dans le cas de Llama. Llama, c'est un modèle, bon, il y a plusieurs variants. Donc, le variant de 65 milliards de paramètres, il a été entraîné avec 1,3 milliards de tokens. Et c'est juste optimal, en fait, par rapport à la taille de modèle. Par contre, GPT-3, qui a été entraîné avec 300 milliards de tokens, alors que, en fait, selon ce papier-là, il faut 3,5 milliards de tokens pour, en fait, avoir la meilleure performance entre taille de données et taille de modèle. En tout cas, c'est juste pour donner une idée, en fait, comment aussi il faut réfléchir par rapport à tout ça. Donc, pour conclure cette partie, on va juste je parler rapidement de life cycle, en fait, cycle de vie d'un projet IA génératif par rapport en fait, à l'IA traditionnelle. Donc, l'IA traditionnelle, on commençait toujours par cadrer le use case. OK? On définit le besoin, après, on va chercher les données, on va les préparer, on va les nettoyer, on va les augmenter, etc. On va développer un premier modèle, plusieurs modèles, on va les comparer, on va déployer. Par use case. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on commence un peu plus loin parce qu'on a déjà les modèles de fondation, donc le foundation model, les modèles de base, qui ont déjà été entraînés avec beaucoup de data, beaucoup de données. Et sur ces, en fait, la méthode d'entraînement, on appelle self-supervised ou semi-supervised learning. C'est un peu entre en fait, le supervisé et non supervisé. Après, on va définir le use case et on va utiliser ces deux modèles de fondation pour, en fait, faire notre modèle. Donc, ça change. Et donc, du coup, au niveau de temps, pour arriver dans le marché du travail,
pour produire de la valeur, c'est beaucoup plus rapide avec l'IA générative. Donc là, le dernier chapitre, en fait, on va parler de risques, les risques, en fait, et les limites de l'IA générative. Donc là, je fais exprès, en fait, de vous montrer cette image qui montre deux robots en train de disputer, robots humanistes, si vous voulez, un Tesla bot, par exemple, avec un autre, en fait, bot chinois, peut-être, en fait. Bon, ça, évidemment, ce type d'image, parfois, ça peut générer un peu on va dire, de confusion, d'inquiétude, parce qu'on parle souvent, depuis quelques mois, de l'IA générale qui va savoir raisonner, qui va s'améliorer, etc., etc. Donc, voilà. Donc, on n'est pas encore là, mais ce sujet-là, je suis désolé pour vous dire qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. La rapidité, la vitesse sur laquelle la technologie, en fait, évolue est juste, en fait, sans précédent. Donc, l'impact sur le métier. Bon, ça, c'est évidemment un sujet très important. Donc, là, je vous montre en fait une autre étude qui montre que, par en fait le cabinet Roland Berger, qui montre que un tiers des métiers en France seront exposés. Attention au terme exposés à l'IA générative. Quand on parle exposés, ça veut dire en fait seront impactés. Et donc, du coup, les gens dans le milieu aujourd'hui, en fait, les experts préfèrent parler, pour aussi baisser un peu l'angoisse, de automatisation et d'augmentation des tâches plutôt que de métiers. Donc, un job, un métier, il y a toujours en fait plusieurs tâches. Et donc, du coup, ce que en fait disent les experts, que l'intelligence artificielle générative va automatiser des tâches, pas les jobs, pas les métiers. On peut se poser des questions. Okay, je vous laisse évidemment faire votre avis. Donc maintenant, on peut évidemment, ici c'est important de distinguer entre l'augmentation et l'automatisation. Donc l'augmentation va aider les humains en fait dans une tâche donnée, alors que l'automatisation va faire en fait la tâche. Et donc du coup, pour évaluer en fait le potentiel au sein de votre entreprise, au sein de vos applications, est-ce que vous allez faire de l'augmentation ou de l'automatisation? Évidemment, il faut évidemment toujours faire en fait une faisabilité technique et évidemment voir la valeur ajoutée pour votre business. Au niveau des risques, on va trouver les risques qu'on va trouver en fait avec l'IA traditionnelle, donc le problème de biais, d'équité, problème de transparence, explicabilité des algorithmes, des données d'entraînement, atteinte à la vie privée, le consentement de l'utilisateur, même avec RGPD, c'est pas tout à fait en fait parfait, la sécurité des données, mais aussi on va voir aussi des risques qui sont spécifiques à l'IA générative. Donc on va parler de l'hallucination. Le terme maintenant devient plutôt familier. Donc, il s'agit en fait, c'est quand l'IA générative vous donne une réponse qui semble parfaite, précis, concis, alors que c'est tout à fait faux. Après, les données dépréquées. Donc, on sait, ChatGPT, la version non payante, en fait, il s'agit de données d'entraînement jusqu'à 2021. Avec ChatGPT+, les données, en fait, il y a eu une mise à jour, en fait, jusqu'à, je pense, mai ou juin 2023. Mais il y a toujours un décalage. Donc, pour en fait avoir en fait une vue sur l'actualité, il ne faut pas privilégier ces outils-là. Même si il y a évidemment les plugins ou bien ce qu'on parle aussi des outils comme Bing qui sont capables d'aller chercher l'information d'abord sur Internet, après vous répondre. Après, on ne connaît pas grand-chose sur les architectures de ces modèles-là, le problème de l'opacité et le problème, je citais tout à l'heure en fait le problème en cours entre New York Times et OpenAI, donc concernant la propriété intellectuelle et évidemment à la fin la consommation énergétique qui est très très importante. Là, je vais profiter juste pour parler en fait de l'AI Act. L'AI Act en fait c'est la nouvelle loi européenne qui a été validée, pas encore votée, mais validée le 8 décembre 2023 par la Commission européenne. L'AI Act en fait à la base, avant l'IA générative, c'est un modèle basé sur le risque. Les systèmes de l'intelligence artificielle sont catégorisés en fonction de risques. Et ce risque-là, en fait, c'est par rapport, en fait, c'est l'impact à l'humain, à la société, à l'environnement, droits fondamentaux, la démocratie, etc., etc. Donc, du coup, ce modèle-là reste valable après l'IA générative. D'après ce que j'ai compris, évidemment, après les négociations qui ont eu en fait le 8 décembre, parce que c'était très, très chaud,
parce qu'en fait, il y avait beaucoup, on va dire, de contradictions ou bien point de divergence entre les pays de l'Union, au sein de l'Union européenne, surtout la France et l'Allemagne, concernant les AI Act. Parce que certainement, vous avez, je pense, entendu parler, Emmanuel Macron à plusieurs reprises qui parlait en Europe, on sait faire réguler, réglementer, alors qu'en Chine, aux États-Unis, en fait, ils font la technologie. Donc, il y avait la volonté de l'Allemagne et de la France de ne pas freiner en fait, les avancées technologiques en fait, des pépites françaises et allemandes en termes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, ça a été un petit peu revu à la baisse, un petit peu les exigences vis-à-vis de l'IA générative. Mais en tout cas, par rapport à l'IA, en fait, les systèmes à risque, pardon, inacceptables, par exemple, là, il s'agit en fait des systèmes, par exemple, de notation sociale. Qui sont basés sur l'appréciation sociale, par exemple, l'utilisation de données biométriques, l'utilisation, par exemple, de reconnaissance faciale automatisée. Tout ça, ces systèmes sont interdits. Il y a quelques exceptions, quelques exemptions pour l'État membre, en fait, d'utiliser ces technos-là quand il s'agit, par exemple, de menaces terroristes ou bien de recherche des criminels. Donc ça, c'est IA à risque acceptable, interdit. IA au risque, là, il faut faire en fait voilà, il faut faire, ça devrait être cadré. Donc, il faut faire en fait ce qu'on appelle risk assessment, évaluation des risques, mais continue et régulière. Il faut faire des rapports techniques sur les modèles, sur les données, sur comment en fait les données sont gouvernées, etc., etc. Il y a pas mal, évidemment, il y a un framework, un cadre maintenant qui va encadrer les systèmes IA à risque. Après, on a l'IA en fait à risque limité. Et là, on va juste exiger la transparence. Et à la fin, l'IA, en fait, à risque, on va dire petit risque, bah là, il n'y a rien à faire. Donc, il parle de transparence. Il s'agit bien, en fait, d'indiquer à l'utilisateur qu'il s'agit bien, en fait, d'une intelligence artificielle. Par exemple, si je mets en place un robot, ou bien, en fait, conventionnel en entreprise, il faut que ce soit spécifié, explicite qu'il s'agit d'un robot. Et donc, voilà, donc juste aussi, je montre une autre application de l'IA générative. Voilà, vous voyez en fait en bas à gauche des notes que j'ai prises en fait ces dernières semaines quand je fais un petit en fait recherche sur l'IA Act. C'est un truc nouveau. Et donc, du coup, je me trouve avec quelques pages finalement. Et même moi, en fait, j'ai demandé à ma femme si elle est capable de lire en fait ce que j'ai écrit. Elle n'était pas capable. Donc, du coup, j'ai donné les feuilles en fait à ChatGPT+, et je lui ai demandé de transcrire les notes manuscrites prises dans ces deux images et réorganiser le sous une forme d'un compte rendu. Et vous voyez en fait le résultat à droite. Et donc, du coup, on va profiter juste pour piocher quelques informations concernant le AI Act. Donc, du coup, la nouveauté par rapport à ça, en fait, depuis un mois, que maintenant on va classifier, catégoriser en fait les systèmes d'intelligence artificielle par rapport à leur risque, mais aussi par rapport à leur puissance. Donc, l'IA puissante, par exemple, on imagine OpenAI, ChatGPT, il faut évaluer et suivre les risques. Il faut évaluer aussi et assurer en fait un contrôle humain. Et il faut évidemment une documentation approfondie de techniques utilisées et surtout aussi des rapports explicites, détaillés sur les droits d'auteur. Évidemment, ça concerne les données d'entraînement. Et voilà, donc du coup, pour aller vers IA générative, donc on a, voilà, donc responsable, il faut comme d'habitude de data, en fait, de données de bonne qualité, démontrer la supervision humaine. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont maintenant explicitées par la loi, par AI Act, qui devrait être votée cette année, qui va être en fait obligatoire pour les entreprises 2 ans après son vote, et mais pour les entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle générative, il devrait être en fait, ces entreprises-là devront être conformes au bout d'1 an de validation de cette loi. Et voilà pour terminer la présentation. Rapidement, on va parler de compétences. Pour mener à bien tous vos projets d'IA générative, évidemment, il faut des compétences, il faut des talents. Et donc, du coup, à l'EFRAY, Executive Education, on a préparé pour vous 3 nouveaux programmes. Un programme qu'on appelle Generative AI for Managers. En fait, c'est un programme sur IA générative pour tout le monde. Après, on a un deuxième programme en fait sur 6 jours qui permet en fait de comprendre comment développer
des applications entreprises avec ces modèles de langage sur 6 jours. Donc, un programme plutôt technique. Et enfin, on est en train de proposer, on va vous proposer aussi une spécialisation de 5 semaines, de 25 jours sur les modèles de langage. Et donc, du coup, pour le premier programme, donc, comme je dis, c'est un programme sur 3 jours, il est ouvert à tout le monde, dans lequel on va introduire ces sujets-là, tout ce que j'ai dit en fait dans la présentation, mais évidemment, ça sera détaillé. Et on va vous démontrer des use cases, comment ça marche. Il y aura des hands-on évidemment sur les prompts. Après, on va évidemment vous détailler le cadre pour bien implémenter et mener à bien vos projets d'IA générative. Et on termine toujours en fait par une rubrique importante sur l'IA responsable et les risques d'intelligence artificielle. Deuxième programme sur 6 jours. Donc là, c'est un programme technique. Donc on demande bien, c'est un programme de upskilling. On demande bien en fait un niveau des prérequis. Donc il est proposé à les ingénieurs en fait techniques, software développeurs, ingénieurs machine learning, ingénieurs data, etc., etc. Et donc dans ce programme-là, par rapport au programme précédent, on va aller plus loin dans l'implémentation de ces projets de modèles de langage, avec tout ce qu'on a vu. Mais là, l'idée en fait de faire des hands-on sur chaque famille qui permet d'implémenter les modèles de langage. Et enfin, on a une spécialisation de 25 jours qui est éligible au financement. Donc, vous pouvez mobiliser vos CPF sur cette formation. En fait, ça permet à la fin de valider un bloc RNCP d'un titre niveau 7 qui est expert en ingénierie de données qu'on a à les frais. Donc, les prérequis, avoir au moins un bac plus 3 en informatique et avec connaissance de machine learning. Et dans ce programme-là, donc c'est un programme long, donc il y aura pas mal de machine learning, deep learning, data viz, natural language processing, et à la fin, évidemment, il y a une grande partie sur l'implémentation de projets entreprises avec les modèles de langage. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce programme-là, on est là, moi-même, avec mon collègue Xavier Lagrange, pour vous répondre à vos questions et vous donner plus d'informations. Donc, du coup, on va clôturer. Donc, avant de clôturer, j'espère que vous avez appris pas mal des choses dans cette présentation. Et donc, du coup, vous avez apprécié. En tout cas, je vous dis très bonne soirée et à très bientôt.